Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On accroche sur les déclarations de Marco Rubio qui dit s'impatienter dans le dossier de l'Ukraine. S'impatiente contre l'Ukraine, s'impatiente également contre l'Ukraine et la Russie, parce que là, la Russie bombarde comme jamais des cibles civiles. S'impatiente de quoi exactement, là? De ce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils attendaient et qu'ils avaient promis. Ils sont en train de faire le calcul de leurs profits et pertes et prendront peut-être, les Américains, leurs pertes en se disant mieux vaut se désolidariser d'une affaire qui n'aboutira pas que de faire durer le suspense au risque de s'enliser et de perdre du capital politique. C'est évidemment à ce moment-là pour le président Trump qu'il parle. Ce que je te propose ce matin, parce que c'est clairement dans l'actualité ce qui retient l'attention ce matin, c'était quelques minutes avant qu'il quitte Paris, où il a passé hier la journée, on va y revenir, et pas seul, reçu à l'Élysée, 5 réunions de travail, apparemment productives, mais pas assez pour que ce matin, il soit pas un peu impatient. Marco Rubio, donc, qui était vis-à-vis ses interlocuteurs français, anglais, allemands, et aussi présence ukrainienne. Tout ça compte parce que je pense qu'en ce moment, on est en train d'assister à une bascule qui pourrait être, je dirais, de manière opportuniste, favorable à l'Europe du point de vue des Américains. On fait ensemble, si tu le veux, de la politique fiction. Ce sont des hypothèses. Je ne le sais pas, mais je regarde le déplacement des choses et la manière qu'a Trump, des fois, de radicaliser des alliés pour mieux ensuite les adouber, les remettre dans le jeu. Commençons donc peut-être avec ce qui s'est passé à Paris hier. C'était des représentations diplomatiques des Européens d'une certaine manière auprès des Américains qui depuis longtemps disent on veut participer aux négociations, on veut pas être exclu. Depuis 2 mois peut-être, il y a ce sentiment de divorce entre l'Europe et les États-Unis sur les enjeux sécuritaires. C'est évidemment, est-ce que l'OTAN va continuer à être l'OTAN? Est-ce que les Américains pourraient partir sans supporter, sans appuyer l'Ukraine? Et c'est un scénario très possible. Est-ce qu'on a le droit, nous, d'être présents à la table de négociation compte tenu que la guerre en Ukraine, c'est une extension du territoire européen? À ce jour, Trump, avec son équipe, négociait avec les Russes presque exclusivement, sinon exclusivement, en faisant une pression extrême sur l'Ukraine. Hier, réunion bilatérale qui devait donc permettre aux Français et aux Américains de travailler et de voir s'il y avait de l'espace de manœuvre entre eux, se transforme en une réunion multilatérale. Les Allemands, les Anglais et les Ukrainiens sont sur place. Au terme de l'exercice, le président Macron dit « Formidable, la France », parce qu'il faut voir que la France est bonne pour organiser ce genre d'événements, c'est-à-dire des rencontres, des réunions, des forums. La France a remis l'Europe au centre. Tout le monde veut être présent parce qu'on sait qu'on va bien manger. Les Français savent faire. À l'Élysée, la présomption, c'est qu'on mange correctement, en effet, puis ça va bien recevoir. Et donc, M. Macron, fier, dit « Nous avons remis l'Europe au centre du jeu, à la table pour les négociations ». Ma prétention là-dessus, c'est que probablement les Américains ont permis à l'Europe de se remettre au centre du jeu, parce qu'ils auraient très bien pu dire non, il n'y en a pas question, on n'étend pas, si vous voulez nous parler, on se parle. Mais qu'est-ce que le jeu? Est-ce que le jeu, c'est essayer une solution, ou le jeu, c'est la guerre continue une autre année? C'est aussi en écho ce que disait hier, comme par hasard, Donald Trump aux côtés de Mme Meloni. Vladimir Poutine traîne de la pantoufle. Il ne semble pas sérieux. On pourrait s'impatienter. Ça fait 2-3 fois qu'il dit. À ce jour, il était très content de cette relation nouvelle renouée entre Moscou et Washington. Et là, il comprend évidemment que beau lapsus, j'allais dire Trump, que Poutine est pas pressé de régler, d'autant que sur le terrain, les choses vont plutôt bien pour les forces russes. Il veut faire un maximum de gains avant de négocier, s'il négociera un jour. Donc, la bascule, c'est de dire, parfait, qu'est-ce que j'ai comme levier sur les Russes? Levier sur les Russes, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est de dire on va accentuer la pression économique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout a déjà été assez déployé. Les Russes sont devenus autarciques, autonomes. Tu peux les faire chier un peu, mais pas grand-chose. Ouais, mais ils sont aussi, ils ont réussi à faire des deals parallèles avec des pays arabes, avec la Chine, avec l'Inde. Oui. Ils ont comme, t'es moins isolé économiquement quand t'as 2-3 milliards, 3-4 milliards de personnes qui achètent et vendent, là.
On est d'accord. Puis est-ce que les Chinois sont en ce moment dans des dispositions où ils auront envie de rendre service à Donald Trump en disant on peut faire pression sur les Chinois, sur les Russes? Réponse, non. Donc, le retour des Européens, c'est une manière aussi de dire à Vladimir Poutine, écoute, on sait que déjà l'idée qu'on travaille ensemble main dans la main, Européens et Américains, c'est quelque chose qui faisait pas votre affaire du côté des Russes. Peut-être qu'on peut recommencer. Peut-être qu'on pourrait aussi, s'il le faut, appuyer davantage les forces ukrainiennes. C'est le seul levier qu'ont les Américains. À ce jour, ils ont dit on se mêle plus de la guerre. Ça faisait l'affaire des Russes, évidemment. Beaucoup plus facile de livrer la guerre aux Ukrainiens sans l'appui des Américains. Possible d'augmenter la pression en disant on va livrer des armes. On sait qu'ils demandent des batteries patriotes, les Ukrainiens. Ils se font un peu tirer pour l'instant les oreilles, les Américains, mais il serait très possible qu'ils disent, OK, on va donner le feu vert et de ramener les Européens parce que le divorce entre l'Europe et les Américains, c'était que du bénéfice pour les Russes. Ils se régalaient de cette affaire. S'il faut que les Américains travaillent davantage main dans la main avec les Européens, tu te retrouves dans une nouvelle configuration qui va emmerder un peu Poutine et qui laisse entrevoir qu'il serait possible que les Américains, s'il le fallait, se déploient aussi en Ukraine pour assurer une solution durable à une entente de paix. Sinon, continueront à appuyer l'Ukraine si c'est la guerre. Je pense que ils le feront timidement. Je vois pas Trump ouvrir les robinets de l'aide, mais comme ça a été fait sous Biden, mais de rester présent, de partager du renseignement et dire surtout, on continue à collaborer avec les Européens. C'est une manière de rappeler à Moscou, au Kremlin, qu'il n'y a pas de découplage consommé entre le vieux continent et les États-Unis. Et commercialement... J'allais t'en parler, parce que là, tu nous parles de stratégie diplomatique militaire l'Ukraine, mais en même temps, j'ai l'impression que M. Rubio a dû parler un petit peu de commerce. Mme Meloni était à Washington à parler de commerce. Oui. Est-ce qu'on s'approche aussi d'un accord commercial? Parce que moi, j'ai entendu de M. Trump hier il espère avoir des accords avant de... Son but, c'est pas de réimplanter ses tarifs au début juillet, là. Alors, deux choses, tu as parfaitement raison. Si il veut avoir 90, 80, 75 ententes bilatérales avant le 8 juillet, ils ont intérêt de partir la machine parce que le temps va finir par presser. Sur la question de l'Europe hier à l'arrivée de Mme Meloni, qu'est-ce qu'il dit? On va s'entendre avec l'Union européenne 100%. Pas 90%, 100%, on va trouver un terrain d'entente. Et c'est là qu'il y a une possible aussi bascule, parce que à ce jour, les Européens ont été frustrés, foulés aux pieds, se sentent trahis même dans ce qui était une entente historique avec les Américains, où commercialement, ça allait plutôt bien. Il y avait des disputes, mais c'était toujours des disputes, puis on arrivait à trouver des solutions. Là, ça ressemble à un divorce, puis soudainement, c'est peut-être plus un divorce. Il ne veut pas recevoir les représentants de l'Union européenne, préfère le bilatéral, comme avec Mme Meloni, qui est objectivement une alliée philosophique. Oui, mais il pourrait en faire... Tu sais, dans le fond, l'Europe, là, c'est toujours la France, l'Allemagne, la France de cette Angela Merkel. Là, c'est Macron qui prend un leadership, que ce soit un leadership officiel ou officieux, là. Mais est-ce que ce serait pas dans l'intérêt de Trump de dire, maintenant, la femme forte de l'Europe, là, celle qui peut être Mme Meloni, ou en tout cas, redonner Mme Meloni dans l'Europe une espèce de stature qui est son allié à lui dans l'Europe. Il a tout intérêt à ça, lui. C'est ce qu'il a fait très explicitement quand un journaliste italien a posé la question et il a répondu l'Italie, c'est notre meilleur allié tant et aussi longtemps que Mme Meloni dirige le Conseil des ministres, tant et aussi longtemps que c'est elle la patronne. Donc, il n'y avait pas d'équivoque, oui. Et l'Italie est en bonne forme économiquement. C'est avec l'Italie qui a le deuxième plus important déficit commercial entre les États-Unis et l'Europe, derrière l'Allemagne. Donc, ils exportent beaucoup. Et philosophiquement, le socle politique sur lequel est assis Donald Trump est essentiellement le même que Mme Meloni en Italie. Et ses affaires vont très bien. L'Italie ne s'est jamais mieux portée. Alors, c'est vrai que c'est une alliée. L'idée pour Trump, c'est évidemment de multiplier les ententes bilatérales et de fissurer l'Union européenne avec laquelle il veut pas franchement négocier, mais il n'y aura pas le choix. Les seuls qui ont autorité pour le faire, c'est ce qui rendait le voyage de Mme Meloni si difficile, c'est les représentants de l'Union européenne. Sur les questions douanières, tarifaires, juste l'Union européenne peut parler. Les Italiens peuvent pas le faire séparément des Espagnols, des Français ou des Allemands. Mais la bascule, c'est donc de dire, parce que, comme par hasard, tu avais Elon Musk qui disait il faudrait une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Union et les États-Unis il y a 2 semaines.
Trump n'avait pas dit un mot là-dessus. Hier, c'est Bernard Arnault, dont les affaires vont, disons, pas très, très bien, le patron de LVMH, le géant du luxe. LVMH pourrait aider nos Louis Vuitton, Moet Hennessy, donc les belles sacoches, le beau linge, les champagnes, le bon vin, tout ce qui coûte cher. C'est la compagnie de luxe. Je pense, il jouait avec Musk. Il s'alternait l'homme le plus riche du monde, hein, Arnault et Musk. Là, cinquième fortune du monde. Il est légèrement en recul au début du mois d'avril. Ses actions ont perdu de la moitié de valeur, là, LVMH. C'est que ça l'a pas. Le commerce du luxe va mal. Et lui pensait, il y avait 4 fauteuils à l'investiture du président Trump. J'ai fait le calcul, c'est tout simple. Hein, il y avait 0,66% des sièges pour sa famille. C'est quand même une pas pire représentation parce que il est évidemment riche, puissant et il est entendu par Trump. Il y avait comme une espèce de relation entre les deux. Pour autant, ça n'a pas généré une exception au produit de LVMH aux yeux du président. Donc, les droits douaniers vont frapper aux États-Unis, même si, on pourrait dire, augmenter les prix, c'est une manière de faire du marketing pour ces gens-là. Tu sais, ton sac, tu le vends 10 000, puis tu dis, on veut en vendre plus, on va y vendre 15 000. Mais en général, c'est parce qu'ils choisissent de faire exclusif. Exact. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui t'impose d'augmenter les prix, il aime pas ça. Hier, qu'est-ce qu'il a dit à ses actionnaires à l'Assemblée générale de LVMH? Si on s'entend pas, c'est parce que les Européens n'auront pas suffisamment été intelligents. Le problème, c'est la bureaucratie tatillonne à Bruxelles. Donc, il joue pas mal dans l'équipe Trump en ce moment, Monsieur Arnault. Et je crois, c'est la fin de ma bascule, que après avoir antagonisé les Européens, il peut très, très bien revenir, Trump, vers l'Europe, vers les différents chefs d'État, en leur disant, vous savez, regardez ce qui vous menace. Là. Si nous, on n'achète plus les produits chinois, puis il y a une guerre qui n'a pas l'air de vouloir se régler avec la Chine, ça va se tourner vers vous. C'est-à-dire qu'ils vont venir dumper ces milliards de produits qui ne seront pas achetés chez nous aux États-Unis. Il y a un vrai frisson ici et il est évidemment censé. Ce frisson, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie d'être les victimes de ce dumping. Dernière minute, tu dis, si on trouvait une entente, par exemple, acheter davantage d'énergie aux États-Unis, créons une zone de libre-échange. La patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, avait proposé sur les produits industriels. Trump voudra probablement aller plus loin, particulièrement sur le numérique, où les États-Unis ont de gros intérêts. Et tu dis, on va se faire un deal et on devient la forteresse Occident. Et on s'oppose stratégiquement à la Chine, sur les enjeux commerciaux, puis à terme, peut-être sur des enjeux de défense. Mais nous, le Canada, on va cogner à la porte du pont-levis, puis on va dire, peux-tu rentrer dans la forteresse? Pouvez-vous baisser le pont-levis pour nous? Please. On va être gentils. Oui, c'est exactement ça. Que les Européens, comme jamais, ça fait longtemps que je travaille avec l'Europe ou que j'ai vécu ici plusieurs fois, j'ai jamais en Europe entendu les leaders politiques parler aussi souvent du Canada. Parce que, à défaut des États-Unis, on était l'allié nord-américain qui restait dans la bonne gang. Alors, je te dirais qu'ils trouveront une place. Pour nous. Sinon, il y aura une petite craque dans le pont-levis pour laisser rentrer Team Canada. Bon, Stéphane, je te libère pour que tu puisses aller aux Galeries Lafayette, encourager LVMH, toutes les grandes marques, Louis Vuitton et autres là, qui appartiennent au groupe. D'abord, j'en ai pas les moyens. Deuxièmement, t'es comme moi, on est gratteux. C'est pas genre, on paye pas pour des marques. Alors, le club des gratteux font dire bon week-end de Pâques. Salut, bonne fin de semaine, joyeuse Pâques.